Si vous venez de vous joindre à nous, vous écoutez l'émission Bon Matin, mon nom est Yannick Daigle. Merci d'être là. Bon début de journée en ce jeudi 10 novembre. Je vous rappelle qu'on est diffusé notamment sur le CGMS Média, CGMS Rock et CGMS Country. Parfois, vous me dites, écoutons, au début de la troisième saison, tu nous avais raconté que tu devais être, entre autres, sur le CGMS Pop aussi. Et puis, ben, pourquoi on n'est pas là présentement? Ce n'est qu'une question technique avec CGMS pour mettre toutes ces trois stations-là ensemble simultanées. C'est la raison pour laquelle nous n'y sommes pas encore. Cela dit, à l'auditoire de CGMS, le côté country, le côté rock. Je vous salue. Bon matin aujourd'hui. Et là, ce matin, on débute la chronique Jason politique avec Christian Vénéreux. Bon matin, Christian. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, toi, Yannick? Oui, super bien. T'as-tu profité, disons, avant de débuter ta chronique, Christian, il a fait beau, à part, disons, hier et la journée d'avant, qui commençait à faire un peu plus froid. Mais depuis le dernier entretien qu'on a eu ensemble, on a eu des superbes journées. En as-tu profité un peu, Christian? Tout à fait. On est allé au chalet en fin de semaine dernière. On a commencé à fermer tranquillement, mais ça faisait très bizarre de commencer à fermer quand il fait un beau 17, 18, 20 degrés avec du gros soleil. Là. C'était très, très, très bizarre. Peut-être même inquiétant aussi d'avoir des chaleurs comme ça en novembre, là, presque en début novembre, presque à la mi-novembre. Mais non, on en a quand même bien profité. Là, puis prendre le grand air, sortir de la ville, ça fait toujours du bien. Ben oui. Christian, ce matin, jason politique. On va débuter le premier point, les négociations entre les provinces et territoires, le gouvernement fédéral pour le transfert en santé. Le micro est à toi. Je t'écoute, mon cher Christian. Oui, alors les ministres de la Santé se sont réunis à Vancouver en début de semaine pour essayer de négocier justement là, les transferts en santé là, aux provinces et aux territoires. C'est quand même une demande là, qui dure depuis plusieurs années, presque des décennies. Et ça l'a encore une fois achoppé parce que cette fois-ci, c'est que le fédéral demande et veut imposer des conditions. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la santé, ça relève des provinces. C'est des juridictions provinciales ou territoriales, évidemment. Donc, c'est ça un peu là, qui achoppe. Et ce qui est important de comprendre ici aussi, c'est que ce n'est pas nécessairement une chicane Québec-Canada comme tout le monde entend souvent. C'est pas ça. C'est vraiment un front commun de l'ensemble des provinces contre le gouvernement fédéral pour dire non, vous nous transférez l'argent, on vous envoie à 40% de nos impôts par année. Vous contribuez, en tout cas, du moins pour le Québec, seulement à 22% des dépenses en santé au Québec. Alors, on a besoin que ça augmente parce que, premièrement, la population vieillit. Je ne sais pas si tu as vu aussi en passé, la semaine dernière, plus de 1,5 million de Canadiens ont souffert ou vont souffrir du cancer. Donc, rajoutons le vieillissement de la population, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, la désuétude aussi de certains hôpitaux et des centres de soins. Donc, c'est important là, que le gouvernement, qui d'ailleurs accumule des surplus, aide des provinces qui, elles, et les territoires qui, elles, accumulent des déficits de plus en plus. Là. Et c'est quand même 40% du budget global là, du Québec là, qui est destiné à la santé. Donc, le fédéral doit faire sa part à ce niveau-là. Il est temps d'augmenter les transferts à la santé, et ce, sans condition. Évidemment. Rien de mieux que le ministre Dubé ou n'importe quel ministre de la Santé pour s'occuper de savoir où investir l'argent, parce que c'est pas les mêmes réalités ici au Québec qu'en Saskatchewan, qu'en Colombie-Britannique ou des territoires du Nord-Ouest. Et c'est de juridiction provinciale, donc sans condition. C'est ça là, qui est l'os dans le ballonnet présentement, parce que, juste pour compléter un petit peu, là, pour mettre les auditeurs là, en contexte, c'est que le gouvernement il dit avec des conditions, mais il ne dit pas quelles sont les conditions et ne dit pas non plus combien d'argent qu'il y a sur la table. Donc, c'est comme, on va mettre des conditions. Si vous n'êtes pas d'accord à ce qu'on mette des conditions, ben les négociations s'arrêtent là. Donc, c'est un peu là ce qu'on est rendu là, présentement dans cette situation. Mais ça urge. Christian, on a tous vu de près ou de loin la démission de Dominique Anglade. J'aimerais te poser brièvement ta question et ton point de vue, ou décortique-nous, si tu le permets, rapidement, quel est ton point de vue avec cette démission-là, ton point de vue personnel.
Ben, mon point de vue personnel, c'était écrit dans le ciel, parce qu'on se comprend que, bon, Mme Anglade, elle a été élue comme chef du Parti libéral en 2020, donc en pleine pandémie. C'est sûr et certain que les partis de l'opposition n'ont pas eu toute la visibilité qu'ils auraient dû avoir pendant la pandémie. C'était le gouvernement qui l'avait, justement, dû aux restrictions et les mesures sanitaires, par exemple. Par contre, Mme Anglade, elle a quand même livré la pire performance électorale de ce parti-là, qui a quand même 140 ans, donc c'est déjà pas rien. Autre chose aussi, c'est que le vote francophone s'est complètement écroulé partout au Québec, à l'exception là, à Montréal, là, l'ouest de Montréal. Là, tout le vote francophone du Parti libéral s'est complètement écroulé. Et aussi, ben, des bévues, une par-dessus l'autre, particulièrement celle où ce qu'elle a exclu du caucus, en fin de compte, la députée de Vaudreuil. Donc ça, disons que ça a été comme un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase. Et Marie-Claude Nichols, là, la députée de Vaudreuil, en fin de compte, est un peu le visage du mécontentement là, de l'aile militante du Parti libéral qui voit Mme Anglade partir et ne pas attendre au vote de confiance l'année prochaine, mais de tout de suite commencer la reconstruction, se trouver un nouveau chef pour être fin prêt pour les prochaines élections. Donc, c'était écrit dans le ciel tant qu'à moi. Là. Elle aurait pu rester députée aussi, là, comme un peu Stéphane Dion quand il a laissé la chefferie du Parti libéral du Canada puis qu'il a décidé de rester député, mais elle a décidé aussi là, de prendre une pause de politique et aussi de remettre sa démission en tant que députée qui sera effectif à partir du 1er décembre prochain. On jase ce matin, on est seul, moi puis toi. Là. Est-ce que tu crois que c'est la fin de sa carrière politique ou à un moment donné, il y a une réapparition en quelque part? Je peux pas vraiment répondre à ça dans le sens que, bon, j'ai entendu, Joly, voyons, comment elle s'appelle? Mélanie Joly, voilà, c'est ça, qui s'était présentée à la mairie de Montréal. Il dit non, moi, je ne ferai plus de la politique, je vais revenir à mes premières amours. Et quelques mois plus tard, elle était candidate pour le Parti libéral du Canada. Donc, je pense qu'elle va prendre une pause, bien méritée, parce qu'elle n'a quand même pas eu facile, Mme Anglade, là, et quand même, malgré qu'on n'a peut-être pas les mêmes valeurs politiques, c'est pas facile de faire de la politique. Donc, je pense qu'elle va prendre une pause et qui sait dans le futur, peut-être qu'elle va se présenter sur la scène provinciale, sur la scène fédérale, peut-être sur la scène municipale, qui sait, seule elle le sait, mais pour le moment, je pense qu'elle est plutôt en train de penser ses plaies et de retrouver ses proches et prendre des vacances de la politique bien méritées. Christian, ta chronique s'appelle Jason politique. Jason maintenant de la fusion entre le Parti québécois et le Québec solidaire. Ben oui, c'est tellement drôle parce que c'est un sujet qui revient pratiquement tout le temps après chacune des élections. D'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti là, dans le Journal de Montréal samedi dernier qui disait que on faut faire la distinction entre les électeurs ou les sympathisants et les militants de chacun des partis. Donc, le sondage a été fait auprès de 1047 électeurs. Donc, selon les électeurs de Québec solidaire, 54% seraient en faveur d'un pacte électoral ou 14% seraient en faveur d'une fusion. Au niveau du Parti québécois, c'est 44% qui seraient d'accord à un pacte électoral ou 21% à une fusion. Donc, c'est quand même gros là, au niveau de l'électorat de vouloir ça. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que des partis politiques ont un ADN, ils ont des valeurs profondes. Et Québec solidaire et Parti québécois, sur l'environnement, il y a des atomes crochus, on se comprend. Sur l'indépendance du Québec, il y a certaines atomes crochus, pas sur le comment, mais sur l'objectif. Mais par contre, sur d'autres valeurs comme l'identité québécoise, entre autres la loi 21 sur la laïcité de l'État, la loi 96 sur la protection de la langue française, ils sont vraiment à l'opposé. En fait, Québec solidaire sont vraiment beaucoup plus pro-multiculturaliste et le Parti québécois vraiment nationaliste. Donc, à partir de ce moment-là, si le Parti québécois si Québec solidaire devrait fusionner avec un parti politique, ça aurait naturellement davantage à s'associer avec le Parti libéral. Parce que dans les deux cas, ils sont multiculturalistes, trudeauistes, père et fils, tandis que le Parti québécois et la CAQ, la Coalition d'Avenir Québec, qui forment le gouvernement présentement, sont beaucoup plus nationalistes. Donc, si on y va dans les bases naturelles, ce serait ce genre de fusion-là qui aurait beaucoup plus de sens. Parce que, à part, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, l'indépendance, puis même encore là, sur le comment réaliser l'indépendance, le Québec solidaire et le Parti québécois ne s'entendent pas.
Et en plus de ça, bien évidemment, l'écologie aussi, ça c'est une autre chose où ce que les deux s'entendent bien, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de base communicante entre les deux, là. Christian, je t'ai jamais demandé, je sais pas si t'es un adepte de café. Somme toute, ça va être le temps d'aller chercher un refill de café ce matin. Tu bois-tu du café? T'es-tu un peu comme moi, puis t'en prends 4-5 par matin, ou t'es plutôt tisane au jus d'orange ou des œufs battus, peu importe? Ben, je veux dire, moi, je suis vraiment café le matin, et puis là, je vais aller me chercher un bon petit mojito, là, caramel salé, pendant la pause musicale. Alors, bon début de chronique avec nous ce matin pour ta première chronique, Christian Généreux, pour Jason Politique. On va aller en pièce musicale. J'ai choisi la pièce de Raymond Lévesque, Quand les hommes vivront d'amour. Immédiatement après, on conclut notre entrevue et on discutera notamment des élections mi-mandat aux États-Unis. On s'entretient avec Christian Généreux. Mon nom est Yannick Degg. Vous écoutez l'émission. Bon matin. Quand les hommes vivront d'amour de Raymond Lévesque. Je vous ai vu en plus que j'aime bien cette pièce-là. Elle fait partie des quelques pièces qu'il a jouées lorsque je me suis marié déjà à 18 ans. Tout à l'heure, autour de 8h30, on s'entretient notamment avec Daniel Lorrain. À 8h, c'est la chronique aussi de Nathalie Bouchard, Réussir en amour, ça s'apprend. Et à 9h, un peu plus tard dans l'émission, disons autour, on s'entretient avec Maryse de J'aime ton chien. Et là, ben, on s'entretient présentement ce matin avec Christian Généreux pour sa chronique Jason Politique. Christian, on jase tant qu'à jaser politique, les négociations, non, pardon-moi, les détails concernant le chèque pour contrer l'inflation du gouvernement Legault à la population. Je veux écouter ton point de vue là-dessus. Exact. Ben, en fait, c'est plus un rappel pour dire que, premièrement, ça va être un chèque de 400 à 600 dollars. Ouais. Donc, pour ceux qui font moins de 50 000 par année, vont recevoir un chèque de 600 dollars. Entre 50 et 104 000 les gens vont recevoir 400 dollars. Et après, entre 100 000 et 104 000, le montant va diminuer. Alors ça devrait commencer la distribution de ces chèques-là, soit par dépôt direct, si évidemment vous l'avez, ou par chèque. Vous allez recevoir votre avis aussi qui va accompagner ça. Ça devrait être distribué à partir de la fin novembre. Et ceux qui sont éligibles, évidemment, c'est tous ceux qui ont 18 ans au 31 décembre 2022, ceux qui ont produit leur déclaration de revenus pour 2021, ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous faites votre déclaration d'impôt de 2021 d'ici le 30 juin 2023, vous allez avoir droit à ce montant-là quand votre déclaration d'impôt va être évidemment produite. Quoi d'autre? Si vous avez... Ah oui, une chose qui est importante, c'est que si vous avez une dette, ce montant ne sera pas utilisé pour la payer, contrairement au dernier chèque qu'on avait reçu du gouvernement. Ah, parce que le gouvernement peut garder le montant précédemment, c'est ce qu'il faisait. S'il y a quelqu'un une dette en le gouvernement, il garde le chèque, c'est ça? Exact. Ben, le dernier montant qu'ils nous ont donné par rapport à ça, ben, ceux qui avaient une dette à Revenu Québec, l'argent s'en allait directement à Revenu Québec pour payer leur dette. Donc ça, c'est une différence majeure entre la dernière fois et maintenant. Et un avis très, très, très important. Si vous recevez des courriels, des textos ou un téléphone concernant cette mesure, ceci, c'est une fraude. Donc, il est important de ne pas y répondre de quelque façon que ce soit. Le ministre a été clair par rapport à ça. Là. Si vous recevez une communication autre que l'avis du paiement, n'y répondez pas. C'est une fraude et cette mesure représente une dépense pour le gouvernement québécois de 3,5 milliards de dollars. Et là, mon cher Christian Généreux, je t'ai demandé ton opinion. Tu m'as détourné la question, ton point de vue avec ça, de recevoir les chèques comme ça. Quel est-il? Est-ce que tu trouves qu'il arrive, que c'est à point, pas assez, exagéré? Donne-moi ton point de vue. Ben, mon point de vue, c'est que pour ceux qui en ont vraiment besoin, là, donc ceux à faible revenu, moi, je suis d'accord avec ça. Par contre, ceux qui ont plus de revenus, je suis un peu moins d'accord. Et la raison est simple par rapport à ça. C'est que les gens vont avoir de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la dépenser. Quand ils la dépensent, qu'est-ce que ça fait? Ça vient créer encore plus d'inflation, évidemment, parce que les gens vont la dépenser, cet argent-là. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, c'est que là, c'est un peu une roue qui va tourner, là, l'inflation, puis après ça, c'est la récession. Donc, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est une bonne mesure mi-figue, mi-raisin. Dans le sens que, oui, ça cible les gens en bas de 50 000 je pense que eux, c'est nécessaire. Par contre, les gens qui gagnent 50 000 et plus, c'est pas 400 ou 600 qui va faire une grosse différence dans leurs dépenses. Là. Ça va atténuer un petit peu, mais c'est comme un plaster sur un bobo.
c'est pas le plaster qui guérit le bobo. T'as bien raison. Christian, avant de te libérer pour la journée, on va s'en va chez nos voisins américains et je te laisse le micro pour parler brièvement des élections mi-mandat côté américain. Exactement. Enfin, les résultats ne sont pas tous rentrés. Ouais. Ça peut prendre quelques jours, ça peut même prendre quelques semaines pour certains. Il y en a qui vont même aller à un deuxième tour. Mais du moins, la bonne nouvelle, c'est que malgré que la Chambre des représentants, là, donc où ils votent les lois, malgré que ça risque fortement d'aller du côté républicain, c'est pas une vague rouge républicaine, trumpiste. C'est pas ce qui avait été disons, appréhendé. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour Joe Biden, dans le sens qu'il va avoir davantage de légitimité pour terminer son mandat, les 2 dernières années de son mandat. Au Sénat, il reste encore des votes à compter, mais c'est 50-50 encore une fois. Donc, si les démocrates restent à la Chambre haute, donc les sénateurs, si ça reste du côté du président, donc du côté démocrate, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça va empêcher les républicains de monopoliser et de bloquer, en fin de compte, tout l'appareil politique aux États-Unis. Donc, on espère ça. Donc, c'est d'ici les prochains jours là, qu'on devrait avoir une bonne idée à savoir si la Chambre des représentants reste démocrate ou si elle va swinguer, comme on dit, du côté républicain. Et c'est la même chose aussi au niveau du Sénat. On pourra peut-être en reparler la semaine prochaine davantage. Mais la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la plupart des candidats que l'ancien président Donald Trump supportait ou soutenait dans ces élections-là de mi-mandat, la très grande majorité n'ont pas été élus, ce qui vient sauver en fin de compte le processus démocratique pour la prochaine élection présidentielle, comme les secrétaires d'État que Trump voulait mettre de l'avant, qui sont ceux qui approuvent ou non les résultats électoraux pendant une campagne électorale présidentielle. Alors, comme Trump n'a pas réussi son coup, 2 choses, c'est que premièrement, il est beaucoup affaibli, beaucoup moins de portée et d'influence politique, ce qui risque en fin de compte de nuire à une prochaine candidature de Trump pour la prochaine présidentielle. Par contre, il faudra falloir surveiller le gouverneur DeSantis de la Floride qui, lui, va vouloir peut-être profiter justement de cette non-vague rouge pour prendre la place au niveau du Parti républicain et affronter soit Joe Biden ou peu importe le candidat démocrate pour la prochaine présidentielle dans 2 ans. Christian Généreux, si on t'écoute et on dit « Je l'aime bien, ce gars-là, moi j'ai envie de le suivre », on peut te suivre, entre autres, sur la plateforme Twitter. Et là, est-ce que tu fais partie de ceux qui vont switcher et t'en aller sur Mastodon ou t'es bien ancré sur Twitter? Là, je suis présentement sur Twitter, ça va bien. Je vais peut-être aller voir Mastodon, qu'est-ce que ça a l'air. Mais pour le moment, au niveau politique, là, tout ce qui est politique, journaliste, etc., journaliste politique, tout ce qui est lié à la politique est vraiment sur Twitter présentement. Donc, pour le moment, je vais rester là, mais je vais regarder la parade. Et si je vois que ça va bien ou que ça prend de l'ampleur, je vais peut-être embarquer dans la parade moi aussi. On s'est dit ça un jour avec Facebook, autour de 2007-2008. On s'est tous posé la question. Tu vois, là si on embarquait dans ce nouveau flanc-là, et là, finalement, peut-être que ça va être le nouveau Facebook mélangé de Twitter de demain. Qui sait? Christian Généreux, avant de te libérer pour la journée, d'abord, merci pour le premier entretien jasant politique ce matin. Et disons, en 1 minute, le mot de la fin aujourd'hui. Tu sais, quand on a parlé tantôt de la fusion entre Québec solidaire et le Parti québécois, une autre des autres choses pourquoi ça ne pourrait pas se réaliser, c'est très simple, c'est que Québec solidaire n'ont pas respecté leur parole par 2 fois quand il y a eu une entente avec le Parti québécois. Si vous vous souvenez, en 2017, il y avait eu la feuille de route pour l'accession à l'indépendance sous l'égide des Oui Québec, où il y avait le Bloc québécois, le Parti québécois, Option nationale et Québec solidaire, où ce qu'ils ont signé, en fin de compte,
compte, cette lettre, de cette feuille de route-là, mais qu'ils ont renié par la suite. Et ça, c'était le comité de coordination de Québec solidaire qui ont renié leur signature. Ils n'ont même pas amené ça à leurs membres. Donc ça a été une très grosse déception au niveau d'un pacte électoral, parce que c'était en prévision de la campagne électorale de 2018. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y a 2 semaines, vous avez sûrement entendu parler l'aspect du serment à la couronne britannique, donc au roi Charles III présentement. Donc, le Parti québécois avait dit qu'il ne prêterait pas serment à la couronne britannique. Québec solidaire ont dit la même chose. Par contre, coup de théâtre la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Québec solidaire a changé son fusil d'épaule, encore une fois, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prêter serment au roi. Je comprends peut-être qu'eux veulent faire partie du débat à l'Assemblée nationale pour adopter une loi pour justement éliminer ce serment-là à la couronne britannique. Par contre, surtout s'il y a un accord complet, là, unanime de l'Assemblée nationale, je pense qu'entre ça et être l'un ou le premier député qui rentre à l'Assemblée nationale sans avoir prêté serment au roi, moi, j'encourage très fortement les 3 députés du Parti québécois à continuer ce combat et à être de ces 3 premiers députés qui vont entrer à l'Assemblée nationale sans faire un serment à cette couronne britannique, un serment qui est complètement archaïque. Bon, il s'appelle Christian. Hey, arrête, moi je suis admiratif de la couronne. Christian, merci pour ta première chronique ce matin. Il s'appelle Christian Généreux. Je vous invite à le suivre, notamment sur sa page Facebook ou sur Twitter. On va en pièce musicale. On retourne en 1976 avec Tina Child. La pièce s'appelle I Love to Love et dans quelques instants, on s'entretient avec Nathalie Bouchard, Réussir en amour. Et un peu plus tard dans l'émission, on rejoint Daniel Lorrain. Bon matin, Christian Généreux. On se jase la semaine prochaine. Merci pour aujourd'hui. Merci, puis je te donne une couronne pour la semaine prochaine.